Bonjour à tous, donc je suis Astrid Le Fur, l'auteure du blog Partage ton burn-out. Et aujourd'hui, dans le cadre du blog, j'interviewe Kika auteur, Laure Emmanuel, de son prénom, qui est l'auteur du livre « Je ne te pensais pas si fragile », dont vous voyez la couverture juste derrière elle. Donc, Kika ou Laure Emmanuel, tu as eu des fonctions dans différentes fonctions commerciales, notamment de directrice commerciale pendant à peu près une vingtaine d'années. Et tout allait bien, ta trajectoire était toute tracée, magnifique. Et puis, un jour, un grain de sable est arrivé, un grain de sable qui est venu enrayer ce mécanisme, ce bel élan, et te diriger vers le burn-out. Alors, bienvenue parmi nous, je suis ravie que tu aies accepté cette interview. Merci Astrid, je suis ravie aussi de venir partager cette expérience. Bon, alors dis-moi, Laure Emmanuel, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment le burn-out est arrivé dans ta vie? Alors le burn-out pour moi, il est arrivé très progressivement, sans, sans que j'en prenne réellement conscience en fait, par à la fois une dégradation de la qualité des conditions de travail par des manques de moyens humains, souvent, voilà, des équipes, des démissions, une surcharge de travail de fait pour compenser. Donc, voilà. Et, et puis, quand on aime faire un travail de qualité, on va se surinvestir forcément pour pallier à toutes ces petites choses qui sont finalement au départ souvent ce qu'on vous dit, un petit coup de collier à donner qui, semblerait-il, va avoir une durée relativement courte. Et puis peu à peu, la fatigue aidant, parce que ce qui est de l'ordre de toujours plus, mais avec toujours moins, ça ne peut pas être tenu non plus sur une durée, ça devient compliqué. Et en même temps, se résoudre à rendre un travail qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on souhaite et ce que l'on aime rendre, c'est compliqué. Donc voilà, donc il y a cette chose-là. Et puis, pour mon expérience particulière, il y a l'arrivée d'un nouveau PDG voilà, dans la structure et quelqu'un qui a des méthodes de management plus que particulières. Et j'ai cherché à m'adapter, je me suis remis beaucoup en question et au final, j'ai fini par poser un mot, mais bien tard, qui était le mot de harcèlement. Voilà. Donc, effectivement, on va en parler aujourd'hui. Donc, dans ce que tu dis, j'entends deux choses, un peu comme deux engrenages. Si je regarde les deux vélos derrière toi, ça pourrait être ça. Il y a l'engrenage de l'épuisement, des choses où on fait un effort, un petit effort, encore un, et c'était fait pour être ponctuel, sauf que ça dure et que ça s'accumule. Et puis, il y a la partie très spécifique dont on va parler, du harcèlement moral au travail, qui s'installe lui aussi petit à petit, insidieusement. C'est vraiment ça parce qu'on est à la fois sur quelque chose qui est de l'ordre de continuer à rendre un travail de qualité. J'aimais mon travail, hein, vraiment, j'aimais mes équipes, j'aimais mon travail, j'étais très investie et très passionnée. Et en même temps, il y a ce manager toxique quelque part qui est venu alourdir en fait la chose. C'est ça, ça vient aggraver un mécanisme qui est déjà en route. J'aimerais lire, si tu es OK, la définition que tu proposes du burn-out. Oui. Je suis sûre qu'elle va parler aux personnes qui nous écoutent. Alors, je vous montre le livre. Hop, je vous mettrai le lien. Mais je l'ai vraiment trouvé super. Hein. C'est écrit sous forme d'un roman d'inspiration autobiographique. J'imagine qu'il y a des choses qui sont changées dedans pour garantir la confidentialité de certains éléments. Et je trouve qu'au-delà d'être un roman, c'est vraiment un outil d'explication de ce qui se passe dans l'engrenage du burn-out. C'est vraiment ce que j'ai particulièrement apprécié dans sa lecture, qui est d'ailleurs très facile à lire, très fluide. C'est un roman, on plonge dedans, on a envie de savoir la suite, quoi. Donc,
La définition selon Kika, auteur de l'ouvrage. Le burn-out est un processus d'accélération qui entraîne une sortie de route. Le corps est alors catapulté, puis violemment écrasé. La profondeur de l'impact détruit la confiance, l'estime et la dignité. Ce crash mène à la perte d'identité. La culpabilité ronge l'être. Oui, c'est effectivement, pour moi, c'est cette métaphore de la sortie de route et de cette voiture, parce que finalement, au départ, quand on aime vraiment son travail et qu'on est à fond, le pied sur l'accélérateur, la vitesse, c'est assez grisant, c'est sympa, puis tout marche bien, les résultats sont là. Donc, il y a quelque chose qui fait que finalement, on s'accroche volontiers à ce rythme qui est dingue. La notion du temps est quelque chose qui est très important puisque on finit par s'attacher exclusivement à ça. Ce qui compte, c'est gagner du temps, d'avoir du temps, parce qu'on est toujours dans ce processus d'accélération pour pouvoir faire plus de choses, puisque il faut compenser tout ce qui est autour de justement la qualité du travail rendu que l'on aimerait. Et puis, à un moment donné, arriver à gérer toujours quand on est à pleine vitesse, il suffit d'avoir quelque chose qui vient perturber le champ, la route, la conduite et la sortie, et c'est très violent. Voilà, c'est très violent parce que finalement, le crash lui-même se passe avec même si on le pressent, parce qu'à la fin, dans les dernières étapes, on sent qu'on est quand même très fragilisé et que là, ça commence. Mais je crois que c'est toute cette phase en amont qui serait, pour moi, de vraiment écouter les signaux de son corps. Voilà. Je pense que ça, c'est un message qui est important. Je suis intimement persuadée que le mental est capable de nous dire n'importe quoi. Et évidemment, on porte énormément d'attention au mental, toujours. Et finalement, quelle attention porte-t-on aux signaux précurseurs de notre corps qui va commencer à nous alerter qu'il y a des petits soucis, comme les petits voyants de la voiture qui s'allument, et puis on n'y prête pas attention. Et je crois que voilà, ça c'est ma plus grande erreur en fait, c'est de ne pas avoir vu que les voyants de l'essence, des lumières, etc., c'était complètement tous alignés et allumés, et qu'il était important, voilà, d'être dans cette écoute. Et c'est cette accélération et ce rythme dingue qui nous empêche de prendre ce recul, d'écouter notre corps. Voilà. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, ce que tu décris dans le livre, que je trouve qu'on trouve peu dans les romans qui parlent du burn-out, c'est toute la phase d'accélération. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à ne pas écouter ces symptômes, à être dans cet engrenage? C'est qu'au départ, moi je l'appelle la phase d'euphorie. Il y a une phase où tout va bien, une phase, ce que tu décris dans cette accélération de la voiture, on vient de prendre la voiture en main, on appuie sur l'accélérateur, elle marche bien, il y a un super moteur. Et puis on se sent bien. Et ce que j'aime particulièrement dans ton roman, c'est que tu viens instiller un peu comme des graines. Je ne sais pas d'ailleurs si les gens qui n'ont pas vécu de burn-out les voient ou pas. C'est une bonne question qu'on pourrait se poser comme des graines qui vont venir expliquer ce qui fait qu'au final, tu vas devenir une bonne candidate au burn-out. Oui. À la suite de la sortie de mon livre, fait un road trip pour essayer de libérer la parole sur ce sujet-là, et j'ai pu confronter mon point de vue par rapport à ce profil bon client et par rapport à beaucoup de points communs avec des milliers de personnes que j'ai pu échanger sur la route.
je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi d'un certain conformisme, de certaines injonctions aussi, une sorte d'injonction à être fort, euh, comment dire, un syndrome peut-être aussi voilà, du bon élève qui a le goût de l'effort, enfin voilà, tout ce qui est de l'ordre de la conscience professionnelle qui autrefois était absolument recherchée comme une qualité, une pépite. Aujourd'hui, c'est une vraie arme contre nous-mêmes, en fait. Dans un cadre extrêmement bienveillant, quand vous commencez à venir expliquer que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir faire votre travail parce que soit il manque du temps, soit il manque des gens, soit il manque des budgets, que tout ça pourrait se faire, mais peut-être dans des paramètres qui pourraient être adaptés et qu'il y a besoin de soutien. Si votre hiérarchie est vraiment à l'écoute pour pouvoir permettre de rendre tout ça et ce travail de qualité, alors tout va bien. À partir du moment où on va vous retourner ça comme une insuffisance personnelle, parce que pour mon cas, c'est ce qui a été le cas, c'est de dire, bah, écoute, on va t'offrir une formation en gestion de priorité. Alors, on vient vous expliquer que ce que vous fournissez comme effort pour être vraiment sympa, parce que par rapport à l'entreprise, vous avez une certaine loyauté, ce qui est une valeur aussi qui est dans ces bons candidats. Du coup, oui, vous ne voyez pas planter le truc, vous ne voyez pas planter l'appel d'offres, etc. Donc, c'est cet investissement que vous mettez, c'est vraiment au profit de ce que vous croyez comme ces valeurs importantes à servir. Et quand on vous renvoie au bout d'un moment où l'essoufflement commence à apparaître, parce que ce qu'on peut demander à un marathonien, il a une ligne d'arrivée, et sauf que vous, tous les matins, il faut recommencer. Donc, arrivé à un moment donné, forcément, le corps, il va s'essouffler. Et si en face, il n'y a donc pas cette écoute et cette bienveillance de la reconnaissance, non pas du travail prescrit, parce qu'on peut vous prescrire toujours le même travail, mais si les conditions se sont dégradées entre-temps et qu'avant vous étiez 5 et que maintenant vous n'êtes plus que 3, le travail prescrit, l'écart avec le travail rendu, va impliquer quelque chose de votre part qui est votre geste travail. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai mis longtemps vraiment à mettre le doigt là-dessus. Et c'est vraiment dans un accompagnement par des professionnels en psychopathologie du travail que j'ai vraiment décortiqué. Quel est mon geste travail? Qu'est-ce que je fais? Et là, ça vient vraiment nourrir cet effort personnel. Et donc, quand vous avez tout cet engagement pour votre travail, qui est une valeur clé de l'entreprise actuelle, on vous demande beaucoup d'engagement. Beaucoup d'entreprises vont vous demander un engagement très corporate. Si vous ne venez pas à des réunions ou à des soirées ou à des choses, vous n'êtes plus très corporate. Pour ma part, ça allait très très loin. On était habillés aux couleurs de l'entreprise. On perdait complètement notre identité au profit de représenter vraiment la marque. Et on se devait donc de répondre à toutes ces injonctions évidemment, de don de soi. Il y a un bouquin très bien qui dit que le burn-out, c'est la maladie du don. Et donc, effectivement, ça va toucher, et ça va toucher aussi des secteurs d'activité encore plus dramatiquement quand vous avez de l'enjeu humain. C'est-à-dire que moi, j'ai pas compris que l'enjeu, à un moment donné, si mon client n'est pas livré, voilà, c'est assez dramatique par rapport
moi, l'engagement que j'avais pris par rapport à ce client. Mais quand vous êtes sur des métiers où vous avez de l'humain en jeu, bah, vous ne pouvez pas quitter votre poste s'il n'y a personne qui va vous remplacer et que, je sais pas, vous êtes infirmière ou vous avez vraiment une pression morale derrière sur le fait que ça peut avoir des dommages collatéraux importants qui sont compliqués. Voilà. Donc, quelque part, c'est toutes ces valeurs que l'on a, que l'on incarne, de loyauté, d'engagement, de travail bien fait, de responsabilité, si je rebondis sur ce que tu viens de dire à la fin, de je ne vais pas partir si je n'ai pas de collègue qui vient me remplacer, qui font que du coup, on va venir porter sur notre dos, sur nos épaules, une charge qui est plus importante que ce qu'on est capable d'assumer et qui fait qu'on ne vient pas dire non. C'est ça que j'entends. Voilà, Faire quoi. parce qu'on ne compte pas ses heures et parce que aussi, en même temps, l'organisation du travail, c'est très bien venir nous chercher dans ce profil bon client, puisque on va toujours demander aux gens qui font. Les gens qui ne font pas, ils ne seront pas inquiétés. Alors, et ce n'est pas eux qu'on va demander, puisqu'ils ne font pas. Donc, Il y a aussi cette deuxième demande. Il y a la partie société qui nous éduque, qui fait qu'on est dans ce mouvement-là. Et puis, il y a la partie entreprise. Tu parlais de cette demande à être engagé. Et ce que tu viens de dire, que finalement, on va choisir ceux qui répondent pour faire les projets dont on a besoin, puisque c'est les plus engagés qu'on va choisir parce qu'on se dit qu'ils vont y aller et que ce soit conscient ou inconscient. Hein, ce n'est pas forcément fait exprès, c'est peut-être juste parce qu'on pense réellement que c'est la bonne personne, sans en penser aux conséquences. Du coup, ça tombe sur ces candidats-là. voilà, parce qu'on sait que c'est une personne qui va être capable de répondre à cette loyauté. Alors, quand la loyauté est réciproque, on est OK, tout va bien en fait. Quand à un moment donné, on commence à entamer sur ses réserves personnelles, le problème est que on va aussi soi-même se retrouver dans une position où la fatigue va commencer à nous faire des erreurs et on va se rendre compte que ce que l'on faisait en une journée, ça va nous en demander peut-être deux. Et donc, cette baisse de régime, cette peur de l'échec, de faire des erreurs et de se dire, finalement, au fin de compte, ça va jouer contre moi, ce système. Voilà. Et je pense aussi que l'hyperconnectivité, pour ma part, on est évidemment équipé de téléphones portables, de mails qui venaient à des horaires précises. Moi dans ma qualité de directrice commerciale, le suivi du chiffre. Le suivi du chiffre était organisé dans ma société par un mail récurrent routinier qui était lancé tous les matins à 6h moins le quart du matin et qui arrivait dans la boîte aux lettres. La première des choses qui est importante de savoir sur le burn-out, et c'est une question qui est intéressante de se poser, c'est la première chose, la première pensée, qu'est-ce qu'on fait la première chose le matin quand on se réveille? Eh bien, moi, avant même de dire bonjour à mon conjoint, j'ouvrais un œil, je prenais mon portable et je regardais le chiffre. C'est quand même assez dramatique, ce conditionnement, en fait. Voilà. Et je crois qu'à partir du moment où on a des réflexes conditionnés comme ça et imposés par quelque chose qui, peut-être au départ, n'était pas forcément d'une toxicité, qui était voilà, sur une information récurrente, programmée, etc. Mais tout ça vient aussi alourdir la chose et de s'inviter aussi chez vous avec cette notion voilà, de bons collègues sur lequel on peut toujours compter, qui est disponible pour répondre voilà, à toutes ces demandes qui inondent sa messagerie. Pour ma part, le curseur du nombre de mails dans ma boîte mail était un curseur extrêmement anxiogène. C'est-à-dire que dès que je dépassais plus de 2000 mails non lus, là, je me trouvais proche de la noyade en me disant mais comment je peux rentrer
chez moi le soir sans avoir un minimum lu. Il y a peut-être une bombe là-dedans. Comment on fait? Et finalement, bah, quand vous êtes en copie de mails complètement inutiles, etc., tout ça, ça vient accumuler cette charge-là. Et bah, pendant le temps que vous lisez vos mails, bah, vous ne faites pas non plus vos tâches quotidiennes et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, au bout d'un moment, vous vous dites, bah, tiens, je ne vais pas prendre de pause déjeuner. Je vais être peinard parce que comme ils sont tous partis déjeuner, je vais pouvoir commencer à vider ma boîte mail. Et là, youpi, vous en avez vidé 50. Voilà, donc c'est ça qui est très compliqué, je trouve, c'est d'arriver à sortir de cette posture dans laquelle ça vous amène, c'est-à-dire une posture quasiment, oui, d'échec parce que bah, vous finissez votre journée, que vous êtes déjà insatisfait du travail, vous n'êtes pas pu vous mettre à jour et donc vous savez que vous allez recommencer le lendemain avec déjà un retard qui est tellement important que voilà. Et après, c'est comme un engrenage. Comment partir en vacances? Personne ne va faire votre travail. Donc, votre boîte mail, elle va encore augmenter. Et donc, vous êtes obligé de regarder de temps en temps un petit peu vos messages. Parce que vous allez vous dire, mais quand je vais rentrer, je vais en avoir 4000. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Donc, je crois que il y a dans l'organisation du système de travail des choses qui sont importantes à réguler, même si évidemment soi-même, il est important de prendre de la distance. Mais comment prendre de la distance? Moi, je me pose la question, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une prise de risque sur quelque chose qui va se retourner contre vous, quoi qu'il se passe, parce que si vous ne gérez pas et si vous dites, bah, c'est pas grave, je ne regarde pas mes mails pendant mes vacances, eh ben, le risque potentiel, aujourd'hui, on n'est pas dans une période de plein emploi, c'est de perdre votre job, parce que vous allez passer à côté d'un truc. Et ça, on ne vous le pardonnera pas. Donc ça, c'est… On voit bien dans ce que tu dis à quel point l'environnement de travail génère cet environnement toxique qui fait que finalement, l'option pour le salarié, elle n'est pas aussi simple que ce qu'on voudrait bien nous faire croire. Et que clairement, il ne suffit pas de respirer, de faire des séances de yoga pour que les 2000 mails se soient classés, rangés et qu'on n'ait plus de problème de surcharge. Oui, moi je pense que tout vient de cette organisation du travail et de savoir poser et de savoir avoir cette reconnaissance sur, sur le travail réel, pas sur le travail prescrit, parce que finalement, moi, la surcharge que je mettais de moi-même pour donner, on regardait le travail rendu. Et si vous regardez bien ce qui est dans l'univers du travail aujourd'hui, c'est la même chose à l'école en fait. À l'école, on va vous demander de faire des devoirs et puis on va noter le devoir rendu. Entre-temps, les difficultés personnelles que vous pouvez rencontrer, d'avoir de l'aide, de ne pas avoir de l'aide, d'être dyslexique, d'être pas dyslexique, le travail réel, il est complètement différent d'une personne à l'autre. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, arriver à expliquer et à mettre par écrit souvent, parce que c'est ça qui est important, c'est l'écrit. Parce que d'échanger par oral, de dire sa hiérarchie, ben, c'est un petit peu dur, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, on en voit quand même beaucoup les limites. Moi, je recommande activement, et d'ailleurs, ça m'a été utile aussi après par la suite, parce qu'à un moment donné, ça devient compliqué. J'ai rédigé un rapport d'étonnement. J'ai rédigé un rapport d'étonnement. Bah, on me demande ça, les objectifs n'ont pas changé, mais il y a 3 personnes en moins. Comment est-ce que vous pourriez m'aider? Alors, même si les réponses ont été retournées sur le fait que bah, tu ne sais pas t'organiser, etc., et qui sont assez violentes à accueillir, en fait, parce que du coup, on se rend compte que la loyauté n'est pas partagée. Néanmoins, ça permet à un moment donné de passer par l'écrit et soi-même de prendre conscience de c'est quoi notre geste de travail et c'est quoi ce qui remplit réellement nos journées. Parce que sinon,
eh ben, on regarde le travail qui est rendu et on se dit, bah, elle l'a rendu, bah, c'est nickel, donc on va pouvoir continuer comme ça, en fait. Hmm. Donc, se rendre compte de ce que ça nous demande réellement, c'est important. Je voudrais Oui, aussi bifurquer sur une autre partie. On est le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. ouais. Dans ce que tu racontes, il y a aussi une histoire de Wonder Woman. C'est-à-dire qu'au-delà de notre travail au travail, il y a aussi toute notre vie et tout ce que ça comporte. Et tu dis à un moment, j'étais fière d'incarner la Wonder Woman des temps modernes qui devait jongler avec les responsabilités, les priorités, la diversité des activités de directrice commerciale, de mère, d'épouse, de femme. Est-ce que quelque part, dans l'épuisement des femmes, il y a aussi cette image de Wonder Woman où on nous aurait fait croire qu'on pourrait à la fois être une mère parfaite, comme si on était à temps plein à la maison, et à la fois parfaite au travail, comme si on comme si on ne faisait que ça et qu'on n'avait pas de vie à côté. Oui, moi je crois que ça fait partie de ces injonctions un peu distillées, une injonction à réussir. Donc pour réussir, il faut être parfait. Alors pour être parfait, eh ben, évidemment, tous les héros et super-héros incarnent des images qui sont très vendeuses et que l'on nous distille en dessin animé des tout jeunes pour nous faire comprendre que voilà, ce sont des personnages dans lesquels on aime bien se déguiser et voilà, dès le plus jeune âge. Donc, en fait, je crois que euh, dans ce soi parfait et parce qu'on a envie de pouvoir mener de front ces différentes vies, parce que on n'est pas schizophrène. Nos problèmes de la maison, on ne les laisse pas à la porte du bureau et nos problèmes de bureau, bah, on ne les laisse pas à la porte de la maison. On emmène toutes nos journées, nos difficultés partout. Et forcément, comme tout ce contexte, il est multifactoriel en fait, ce qui est compliqué, c'est que évidemment, l'entreprise va parfois préférer prendre le spectre de dire que c'est votre situation personnelle parce qu'ils ont eu une confidence de quelque chose qui fait que, bah, je ne sais pas, vous avez un enfant malade ou handicapé. Moi, j'ai entendu des choses épouvantables où vous êtes en train de divorcer, vous êtes, voilà, et donc il semblerait que l'événement privé que vous rencontrez vous fragilise et vous empêche de travailler. Je crois que ce n'est pas aussi facile que ça, parce qu'on pourrait aussi se poser la question, est-ce que finalement, cette surcharge de travail et ce temps en moins que l'on donne en moins à sa famille ne pourrait-il pas être la source justement aussi de ce divorce? Donc, qui de l'œuf ou de la poule, on est dans un système qui fait que on ne prête pas assez attention à tous les événements qui viennent jouer et à quel moment est-ce qu'on a pris suffisamment de temps pour soi, en fait, et de temps de recul par rapport à la situation sur qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est important pour moi. Voilà. Donc, la Wonder Woman, moi, j'ai coché toutes les cases. Et, et c'est très, très compliqué quand vous vous réveillez à la clinique psychiatrique un matin, parce que moi, la première réflexion que je me suis posée, c'est qu'est-ce que tu as raté? C'est terrible de se poser cette question-là, parce que moi, j'avais coché toutes les cases. Et, et finalement, après avoir quand même bien fait le tour de cette question, je me suis dit que non, je n'avais rien raté, seulement les paramètres que l'on vend de réussite, hein, qui sont définis par des critères sociétaux. Finalement, qu'est-ce que la réussite? Et finalement, est-ce que vivre sa vie, est-ce qu'il faut forcément réussir ou pas tout simplement vivre en fait, hein. Donc ça, c'est tout un chemin
qui a nécessité pour moi une remise à plat et à zéro complet de tout mon conditionnement depuis plus jeune. On finit par faire des choses par automatisme, mais finalement, est-ce que ça nous fait plaisir? Est-ce qu'on fait ça par convenance? Est-ce qu'on fait ça parce qu'il faut? Alors là, les il faut, les injonctions, etc., c'est extrêmement compliqué. Après, on est pris au piège de quelque chose et qui parfois peut aller à l'encontre de nos propres valeurs. Et c'est là qu'il y a un conflit qui vient se mettre en place et qui est plus OK, en fait. Dans ton histoire, au-delà du burn-out dont on est en train de parler, de tout cet enchaînement, il y a aussi du harcèlement moral. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve coincé dans une situation de harcèlement moral? Parce que c'est vrai que quand on lit, que ce soit ton histoire ou d'autres histoires, on se dit bah, c'est évident, il faut dire non, c'est inacceptable, sauf qu'on se retrouve coincé dedans. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans cet engrenage du harcèlement moral au travail? Moi, je dirais plusieurs choses. La première, c'est que on a une sévérité envers soi-même qui n'est pas la même, c'est-à-dire que vous verriez ça arriver à votre meilleur ami, vous allez savoir très clairement lui expliquer qu'il y a un problème. Souvent, j'aime bien inviter les personnes à se dire, bon, écoute, voilà, ce que tu vis maintenant, mets-toi dans cette position méta là, d'observateur en qualité de meilleur ami. Et là, tu vois Laure Emmanuel en train de faire ses journées, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Et je crois que de temps en temps, de sortir vraiment de cette posture et d'observer avec cet œil bienveillant permettrait peut-être de mettre différents mots sur les choses. Ensuite, dans le cadre du harcèlement, évidemment, tout ça, c'est compliqué parce qu'il y a une notion du collectif souvent qui disparaît. C'est-à-dire qu'il y a un climat de méfiance qui s'installe dans l'entreprise par des actions qui viennent diviser, d'où l'expression diviser pour mieux régner. Du coup, on n'a plus forcément d'alliés et dans cette méfiance, on commence à s'isoler. Donc, il y a quelque chose qui est compliqué parce qu'on ne sait plus en qui on peut avoir confiance. Et évidemment, chacun aussi a peur pour son job. Voilà. Et puis, les actes de harcèlement moral sont souvent faits en tête-à-tête. Pour ma part, c'est aller un peu plus loin. Il y a eu certaines humiliations publiques, mais néanmoins, il y a une autorité hiérarchique et qui fait que, pour ma part, le harcèlement venait d'un supérieur. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein. Ça peut être en sens inverse aussi. On peut avoir un salarié qui va venir harceler un autre collègue, ou etc. Donc, mon cas est très particulier puisque il dépendait d'une hiérarchie. Donc, c'était aussi compliqué de se rebeller. Et le signal qui aurait dû vraiment m'alerter, je crois, le plus gros signal, c'est que je passais mes journées à me justifier. D'accord. Donc, si on passe ces journées à se justifier, à devoir expliquer pourquoi on a fait ça ou pourquoi on ne l'a pas fait, ça, c'est un signal qui doit nous alerter. Oui, ça, c'est un très gros signal parce que finalement, ça veut dire que du coup, vous avez perdu à la fois votre autonomie. Ça veut dire qu'il y a un contrôle permanent. On va vous demander tout le temps et pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, et pourquoi, etc. Donc, pour moi, à travers mon expérience de ce que je peux livrer, avec le recul que j'ai pris, je pense que à un moment donné où je passais mes journées entières à me justifier jusqu'à même la rédaction d'un mail à un client, là, ça devenait très toxique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, un peu comme celui-ci, que tu pourrais partager aux personnes qui nous écoutent, qui leur permettraient de faire un déclic pour se dire, bon ben là, j'ai l'impression que je suis vraiment dans cette situation de harcèlement moral et il faut que j'agisse. Je ne peux plus laisser faire. Le harcèlement moral, c'est multifactoriel. Donc, moi, je ne peux pas dire, voilà, tu passes exclusivement tes journées à te justifier. Il faut qu'il y ait plusieurs cases de cocher. On s'entend bien. Donc,
Une mise en invisibilité, par exemple. Vous n'êtes plus convié à des réunions de votre périmètre. Oui, ça, c'est quand même hyper vexatoire, en fait, parce que c'est dans votre périmètre et puis tout d'un coup, bah, vous n'êtes plus invité. Cette mise en invisibilité, pour moi, elle a été faite par non-invitation à certaines réunions. Ça a été mis par effacer ma signature en prétextant que on n'avait plus d'assurance pour faire signer les contrats. Donc, on m'a fait moi-même effacer mon nom et remettre le nom de mon super boss à la place. Et donc, vous effacez vous-même votre nom, votre identité, etc. Ensuite, évidemment, il y avait cette justification permanente. Il y avait des injonctions clairement contradictoires, mais qui m'ont tellement bouleversé le cerveau. C'est-à-dire qu'on vous dit, bah, travaille sur ce dossier-là, et 2 heures après, mais pourquoi tu travailles sur ce dossier-là? Je t'avais demandé de faire autre chose. Et à la fin, vous finissez par douter de vous, sincèrement, parce que ça paraît tellement peu probable. Comment c'est possible? Je n'ai pas compris. Donc, j'ai fini par prendre un carnet, par me noter. Bah là, on vient de me demander ça pour pouvoir aussi me dire, est-ce que c'est toi qui… Comment c'est possible que quelqu'un puisse faire des choses pareilles? On se pose vraiment la question. Donc, ça se retourne contre nous, on finit par douter de nous-mêmes, en fait. C'est ça qui est assez terrible dans ce que tu racontes là. On finit par douter de nous-mêmes parce que dans le collectif aussi, le massacre est fait pour emmener le doute justement vers la personne en question. Moi, j'ai des souvenirs où on m'expliquait, écoute Laure Emmanuel, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints sur toi. Ah bon, mais j'entends bien avec tout le monde, enfin, qu'est-ce qui se passe? Bah, écoute, moi je te dis ça, c'est par rapport à ton comportement, tu devrais faire attention parce que vraiment, j'ai tellement de plaintes que je m'inquiète. Ah bon, mais qui? Parce que moi, je vais aller j'ai peut-être été un peu trop rapide ou efficace, il y a quelque chose qui m'a échappé. J'aimerais réparer humainement ce problème-là. Dites-moi donc qui est concerné. Non, mais je n'ai pas envie de donner des noms parce que le but, ce n'est pas de mettre les gens les uns contre les autres. Le but, c'est vraiment de te prévenir toi parce que je voudrais que tu fasses attention. Et là, on part dans une manipulation totale de vous mettre dans un état de choses évidemment fausses et inexistantes, mais de persécution en fait. Voilà. Donc, si vous répétez ce schéma à plusieurs personnes, tout le monde commence à se méfier de tout le monde. Donc, qui a dit que moi, qu'il se passait quelque chose avec moi et comment je dois réagir, etc. Donc, vous êtes plus du tout dans une ambiance d'un collectif soudé. Et donc, venir poser à un moment donné que vous êtes en surcharge de travail, fatigué et que vous n'arrivez pas dans une équipe où vous savez que il y a des gens qui sont peut-être potentiellement là pour vous assassiner, c'est compliqué. Ouais. Donc, tout ça, voilà, c'est un engrenage infernal méticuleusement organisé ou pas en fonction, moi, pour ma part, je l'ai identifié comme vraiment des actes de harcèlement, mais parfois, le système de l'organisation du travail est maltraitant sans que ça soit forcément voulu, ou il peut y avoir des pressions, des conditions dégradées qui vont faire que parfois, eh ben, les managers intermédiaires ont beaucoup de mal à absorber ce qu'on leur demande et puis à transmettre à leurs équipes. Donc, je ne dis pas que le système est forcément toujours pourri ou toxique, mais je dirais que c'est à travers le collectif beaucoup qu'on se rend compte. Quand on peut s'entraider, quand on peut poser à un moment donné et se dire, bah, tiens, bah, je vais soulager tel ou tel dossier, comment est-ce qu'on peut… voilà. Un collectif fort dans une entreprise est souvent un signe de bonne santé. Oui, c'est ce qui est dit, hein, c'est que quand on a une demande psychologique forte, une faible latitude
d'autodécision, hein, tu en parles beaucoup dans ce que tu dis sur le harcèlement, et un collectif faible, c'est-à-dire peu de soutien des personnes, c'est là qu'on se retrouve dans les situations les plus à risque d'épuisement, de stress important. Oui, et puis un autre truc, moi, par rapport au harcèlement, hein, parce qu'il faut quand même être très clair, je pense que la personne, elle vient vampiriser. euh, alors, elle prend soin de mettre une protection en cas d'échec pour que l'échec vous revienne à vous, mais en cas de réussite, pour que la réussite revienne à elle. Donc, il y a toute cette construction qui est faite. Moi, je me suis vue voler carrément du travail, hein, des présentations annuelles où vous faites énormément de reporting, etc. Et donc, je présentais, etc. Et le slide d'ouverture que j'avais préparé, comme il m'a demandé de relire absolument tout le contenu de ma réunion avant la réunion, il m'a dit « Waouh, le slide, je le trouve super, je le prends pour mon introduction. Et ben voilà. Euh, et qu'est-ce que tout ça vient dire en fait. Donc c'est ça qui est important. Donc après c'est pourquoi pourquoi on reste pourquoi on reste quand il y a ce niveau de maltraitance. Et ça, cette question-là, elle est très délicate parce que vous pouvez avoir des personnes qui m'ont directement dit, mais pourquoi tu n'as pas démissionné? Pourquoi tu n'es pas parti d'en arriver jusque-là, etc. Et ça, c'est encore plus compliqué à entendre. Et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et ça, je dirais, il manque toujours deux choses à la fin de cette question. Souvent, je dis, il manque deux mots à la fin de ta question, c'est pourquoi tu n'as pas démissionné, pauvre idiote, parce qu'en fait, tu es en train de m'expliquer que ce qui m'arrive, c'est de ma faute parce que j'aurais dû partir, en fait. Bon. Et ça c'est compliqué parce que déjà qu'on essaye de vous renvoyer toute cette insuffisance, que parfois, quand le travail pèse terriblement, quand vous rentrez à la maison, la susceptibilité, puisque là, l'espace, il est ouvert à pouvoir poser ce surstress, quand vous avez été harcelé toute la journée, et ben parfois, la patience avec les enfants et tout ça, c'est plus difficile. Et donc, quand bah, vous couchez et que vous refaites le film, bah, je sais pas, de la dispute entre les enfants et de la proportion que la chose a pris, vous dites, oui, effectivement, je suis ultra susceptible et je n'ai pas su gérer, donc c'est peut-être moi le problème. Donc, c'est ça qui est le plus terrible, c'est qu'on en vient à c'est peut-être moi le problème dans cette histoire-là. Et bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que forcément, votre tempérament, même avec votre conjoint, il y a des choses qui vont changer parce que vous êtes dans un stress chronique. Vous dormez peut-être plus très bien. Et quand on commence à être fatigué, on ne voit pas les choses de la même manière. Vous n'avez plus la force d'aller partager peut-être des moments en famille, entre amis, parce que vous avez besoin de faire une sieste et de vous reposer. Donc, vous éloignez aussi. Il y a cet isolement. Et comment les autres reçoivent ça? Vous ramenez du travail à la maison parce que comme vous n'arrivez même plus à gérer vos 2000 mails, vous dites si dans la soirée j'arrive à m'en faire 200, waouh, c'est génial, je vais descendre à 1800. Donc voilà, c'est compliqué. Pour ma part, on voit à quel point on se retrouve coincé finalement dans cette situation-là. Alors, là où on se retrouve coincé, c'est que pour moi, la première raison, hein, vraiment pour laquelle je suis restée, et ça, il faut le dire parce qu'on ne le dit pas assez en fait, hein, c'est la dépendance financière. Voilà, j'avais un très bon job. J'aimais mon job. Et en même temps, j'avais un niveau de vie et d'emprunt qui était équivalent à mon salaire. Et par conséquent, pour changer de boulot, il faut quand même avoir une certaine énergie. Parce que quand vous arrivez tout neuf dans une nouvelle entreprise, on vous attend avec une énergie fantastique. En tout cas, dans la perspective de vouloir faire les choses comme il faut,
vous ne pouvez pas vous visualiser arriver dans une entreprise à plat et être à côté de vos pompes. Donc Donc voilà. ça, ce que tu dis là, au-delà du harcèlement moral, ça se retrouve beaucoup chez les personnes qui vivent un burn-out et qui se disent, ben, l'issue, c'est à l'extérieur, je dois partir. Sauf que là, j'ai pas l'énergie pour le faire et oser partir, c'est oser avoir cette période où je vais peut-être me retrouver sans salaire ou pas avec les mêmes quantités, etc. Et c'est très difficile, effectivement. C'est-à-dire que l'argent, le niveau de vie, les emprunts, la période qui est quand même loin du plein emploi, retrouver un job de directeur commercial, bon, le statut de démissionnaire, il n'y a aucun droit. Bon, attaquer au prud'homme, la victoire, elle n'est pas forcément garantie. Et depuis les accords Macron, c'est venu toucher des plafonds et des limites, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment pensé que je n'avais pas le choix, en fait. Voilà. Après, la deuxième raison, c'est quand même cette valeur travail, parce que mon engagement, ma loyauté, à tout ce qu'on disait, la conscience professionnelle, etc. J'ai toujours eu tout un esprit d'initiative, de dévouement, voilà, d'effort, de dépassement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est compliqué parce que même de s'arrêter, on se dit, oh là là, on laisse à ces équipes qu'on aime beaucoup d'ennuis en fait. C'est-à-dire que déjà, on n'y arrivait pas avec moi, alors si en plus je ne suis pas là, ça va devenir compliqué. Donc voilà, il y a cette culpabilité qui vient nous ronger par rapport à cette responsabilité, à sa valeur travail. Et alors après, peut-être que la troisième raison pour laquelle je suis restée, bah, c'est aussi le temps, parce que quand vous êtes là, dans cette voiture en pleine accélération à fond, que la charge mentale, elle est vraiment à son maximum, où est-ce que vous trouvez l'espace-temps pour une recherche d'emploi? Oui, de toute façon, il n'y avait pas d'espace pour le faire et Il y a pas pas... d'énergie. Donc, un, il n'y a pas l'énergie, deux, il n'y a pas l'espace-temps. Et parce que ça demande du temps. Une vraie recherche d'emploi, ça demande vraiment du temps pour pouvoir trouver quelque chose de qualité, etc. Bon. Et peut-être que la raison aussi pour laquelle je suis restée, c'est que j'avais peur de l'échec, en fait. J'avais peur de l'échec, j'avais peur de finalement euh, perdre avec mon statut, perdre cette identité de qui je suis, de ces jugements, peut-être du regard des autres. J'avoue que pour ça, le séjour, le séjour à la clinique psychiatrique m'a fait beaucoup de bien. Parce que quand vous arrivez aussi bas, le regard des autres, finalement, vous y faites abstraction parce que de toutes les manières, il est insupportable. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et je dois dire que finalement, ce passage est quelque chose qui m'a énormément aidé à me reconstruire. Après, aborder le fait d'aller se reposer, j'aurais plutôt tendance souvent à dire de retourner dans un endroit ressource, un endroit peut-être d'enfance, une maison familiale, un lieu, vraiment un endroit où on s'autorise à se poser et à stopper ce temps qui, voilà, s'autoriser à se dire qu'on a le droit de pas aller bien et s'autoriser à prendre le temps nécessaire, voilà. Parce que se dire, oh là là, voilà, la semaine prochaine, ça ira mieux, on n'est pas dans une relation de cet ordre-là. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est vraiment des éléments qui t'ont aidé pour rebondir, créer cet espace pour être dans un temps, dans un lieu sécurisé. Quels sont, tu vois, si tu reviens maintenant a posteriori, quels sont les éléments clés qui t'ont aidé à remonter la pente et du burn-out et du harcèlement moral? Alors, moi, je définis souvent le burn-out comme une panne d'essence, mais que j'écris aussi panne des, plus loin, sens. Pourquoi? Parce que dans cette pleine vitesse,
Je pense qu'il y a une démarche d'humilité quand même à un moment donné qui est importante d'écouter son corps, des signaux qu'il vous envoie en termes d'émotions, de douleur, de maladie, de fatigue. La fatigue, c'est quand même un mécanisme protecteur au départ qui vise à conserver votre équilibre vital. Donc, ce signal de fatigue, on ne peut pas simplement l'ignorer en se disant je me reposerai plus tard. D'ailleurs, un des critères importants du burn-out, c'est quand on revient de 3 semaines de congé l'été et qu'on est aussi fatigué qu'en partant, c'est-à-dire qu'on arrive à se rendre compte qu'on n'a pas de période qui nous permette de nous reposer. Donc, effectivement, dans ma phase de reconstruction, la première étape, ça a été de ralentir, vraiment, ralentir. Ralentir, ça s'est imposé à moi, puisque, évidemment, n'ayant pas entendu tous les signaux, mon corps a servi de disjoncteur, comme un tableau électrique. Et un matin, je n'ai pas pu me lever avec cette impression effroyable qu'un poids lourd m'avait roulé dessus. Ouvrir une paupière, c'était un effort incroyable. Là, le corps, il s'est mis à l'arrêt. Alors, la première instinctivement réplique de ma part a été d'être en colère et être très fâchée contre ce corps. Parce que moi, mon mental, il continue à me dire, si, continue, vas-y, tu te reposeras plus tard, etc. Donc, il y a à un moment donné un paradoxe entre le corps qui finalement fait ça pour vous sauver et votre mental qui vous aurait presque tué. Voilà. Donc, c'est en ça que je disais au début et que j'insiste beaucoup, de débrancher ce mental et de plutôt se reconcentrer sur le ressenti du corps. Alors, l'accompagnement, quand on est tombé, passe par un schéma extrêmement classique parce qu'évidemment, on va d'abord chez son médecin traitant, on est arrêté. Le diagnostic, il est compliqué puisque burn-out, ça n'existe pas. Donc, on va vous indiquer un syndrome anxio-dépressif. Donc, vous entendez que le mot dépressif, vous l'associez à dépression et vous dites, je suis en train de faire une dépression. Donc, c'est pareil, ça vous renvoie à vous la responsabilité de ce qui est, parce qu'à aucun moment, on vient parler de la notion du travail. Donc, il existe quand même des spécialistes. Pour ma part, j'ai eu la chance, par le biais de la médecine du travail, d'être orientée vers les consultations en pathologie pro. Il y en a à peu près 200 en France et qui sont répertoriées sur un site internet qui s'appelle souffranceettravail.com, qui sont des consultations à l'hôpital de spécialistes qui viennent justement parler de cette notion du travail et du geste travail. C'est extrêmement important parce que quand on va même au-delà, si on souhaite avoir un accompagnement psy, ça me paraît excessivement nécessaire d'aller vers les spécialistes de la question du travail. Si on aborde dans une reconstruction psy ce qui, chez vous, a pu amener la situation, là, on vous, à nouveau, reporte la responsabilité parce que dans l'enfance, ton Oedipe ou je ne sais quoi. Et là, ça en devient... c'est honteux. C'est vraiment honteux. Donc voilà. Et là, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des professionnels qui étaient spécialisés dans le burn-out et qui allaient au-delà de nos propres schémas et qui permettaient de nous inscrire dans la relation au travail et dans cet environnement qui a été toxique à un moment. Moi, je dirais, si je devais refaire le film à l'envers, je me serais offert la consultation d'un avocat très tôt pour m'aider dans mon discernement. Dans le discernement de mon geste travail. Ce que je fais, est-ce que contractuellement, c'est OK? Et ce qui est fait, est-ce que c'est OK ou est-ce qu'il y a une limite? Parce que ça m'aurait aidé dans ce jugement. Beaucoup de paramètres dans le monde de l'entreprise et dans la vie et dans l'accélération, dans les amis que l'on peut consulter, qui n'ont pas forcément toujours le bon mot, qui vont vous dire c'est partout pareil, moi aussi c'est compliqué le travail, ils ne s'imaginent pas que vous êtes harcelé en fait. Les amis ou les très très proches, ils voient bien que ça ne va pas, ils sont en panique, donc ils aimeraient vous aider, donc ils vont essayer de diminuer la pression qui est sur vous. Mais non, mais ça va aller, mets-toi une carapace, c'est peut-être ta sensibilité,
C'est peut-être tout ça qui va faire. Bon. Donc, ça, c'est extrêmement compliqué. Les médecins traitants, beaucoup ne sont pas forcément formés à ces questions-là. Et on est face, du coup, à quelque chose qui nous embarque. Et effectivement, je trouve assez triste qu'on ne connaisse pas assez le métier de psychologue du travail. S'il existe des psychologues du travail, c'est bien que la notion du travail est aussi un essentiel dans notre construction. Le travail, ça définit à un moment donné notre utilité au monde, notre contribution. Donc, ça vient forcément jouer dans notre construction de qui suis-je et voilà, et on l'a vu aussi beaucoup pendant le confinement, quand il y a eu ce mot essentiel de rabâcher tout le temps et qu'il y a eu des activités non essentielles. Moi, j'ai parti le printemps dernier marcher un peu sur les chemins de Compostelle et j'ai rencontré sur le chemin beaucoup de personnes qui se questionnaient sur leur relation d'utilité au monde. Certains travaillaient dans des secteurs d'activité comme le tourisme qui étaient jugés non essentiels et se disaient, ben voilà, moi je fais un job non essentiel, en quoi suis-je utile et qu'est-ce que je pourrais faire pour moi, pour être utile. Voilà. Donc, ces questions-là, finalement, restent très utiles parce qu'arriver à se questionner un moment sur l'essentiel, je crois que c'est la plus belle chose que l'on puisse faire. Et donc, dans tout ce travail d'accompagnement, vous avez donc le trajet, donc médecin traitant, arrêt, cachet, souvent, hein, puisqu'on va vous proposer une béquille et qui sont des filets et qu'il est important à un moment donné, et ça c'est un travail vraiment d'alliance thérapeutique, c'est-à-dire de se dire, je les prends quelques moments pour pouvoir éviter que ça soit pire. J'insiste beaucoup parce que c'est vrai que c'est très perturbant, mais je ne sais plus quel homme politique disait que les emmerdes volent en escadrille. Mais je peux vous assurer que c'est vrai. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver en burn-out et comme par hasard, il va y avoir d'autres faits compliqués qui vont se rajouter, si ce n'est des problèmes financiers ou d'autres angoisses, et qui fait que voilà, on n'est pas à l'abri. Donc, savoir à un moment donné prendre quelques médicaments pour pouvoir au moins nous mettre dans ce cocon de sécurité et pour pouvoir un peu mieux réfléchir à la suite. Dans la reconstruction, on ne parle pas assez puisque, évidemment, moi, la première chose qui m'a fait rester, c'était cette dépendance financière par rapport à mon salaire, par rapport à tout ça. Alors, après coup, on se rend compte que finalement, on arrive très bien à vivre avec beaucoup moins, mais quand on est dedans, on se dit que non, en fait. Bon. L'image que je prends souvent, c'est cette pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, qui sont les besoins vraiment essentiels. Et la base de cette pyramide, c'est une certaine sécurité. Il faut avoir un toit, il faut avoir à manger. Et donc, tout ça, c'est aussi lié à cette sécurité financière. Donc, moi, j'invite vraiment en amont, quand on commence à être pas bien, à aller aussi voir c'est quoi le contrat de prévoyance de l'entreprise, c'est quoi, juste par curiosité, de savoir c'est quoi les filets, si c'est pas ça qui va nous faire tomber, c'est juste se renseigner. Et quand on est en arrêt, de la même manière, de savoir pendant combien de temps je suis en capacité de prendre ce recul. Pour ma part, j'ai très rapidement rendu compte que je n'avais pas de prévoyance, incapacité de travail. L'entreprise avait pris le strict minimum légal qui était l'incapacité, enfin le décès. Voilà. Donc en fait, c'était une entreprise qui fonctionnait sous marche ou crève. Donc voilà, donc si tu crèves, tu avais de l'argent, mais sinon, il fallait aller travailler. Donc ça a impacté directement aussi ma reconstruction, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas dans un équilibre financier ou une sécurité financière pour vous, votre famille, votre maison, les emprunts, comment est-ce que vous voulez avoir l'esprit tranquille à essayer de vous reconstruire en allant voir un psy parce que vous avez un problème fondamental qui est le problème financier. Donc, moi, je dis, c'est très important de se poser cette question-là. Et très souvent, la réponse n'est pas celle de moi, de mon entreprise. Très souvent, les prévoyances ont des programmes, des choses qui permettent de se dire,
et ben voilà, si je me mets en arrêt, je suis à l'abri pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et c'est aussi extrêmement important parce que moi, je me suis rendu compte que si on demande la durée du rétablissement du burn-out, la phase importante de rétablir cette sécurité financière qui rentre dans ce délai m'a pris un certain temps. Et à partir de là, j'ai pu me consacrer vraiment à moi et à ma reconstruction. Donc, du coup, tu me disais quels sont les éléments qui t'ont aidé. Donc, il y a cette période de pause, de lâcher prise. Il y a les différents médecins, celui qui pose l'arrêt de travail, les psychologues du travail qui t'aident à faire ce lien-là, à comprendre ce qui se passe techniquement. Tu as évoqué la partie sécurité financière, que l'idée qu'on ne peut pas se reconstruire si finalement on est en train de se demander si on va pouvoir dormir quelque part ou manger. Donc, ça, c'est évident que c'est une base et qu'elle se pose pour les personnes. Être clair. Est-ce qu'il y a d'autres éléments par la suite, une fois que tu as repris pied, tu étais en sécurité financière, tu as récupéré suffisamment d'énergie pour lever la tête, pour pouvoir remonter la pente du burn-out? Et là, remonter la pente, ça passe par quelque chose, en tout cas pour moi, qui a été très, très holistique en fait. C'est l'épuisement professionnel tel que le décrit la définition de l'OMS est sur un facteur évidemment d'un épuisement psychique, physique et émotionnel. Le traitement aujourd'hui ou l'accompagnement du burn-out vient se poser des pansements par des cachets sur le psychique, exclusivement sur le psychique. Alors qu'aujourd'hui, le physique, retrouver le contact avec son physique et l'apprécier, parce que finalement aussi, parfois, les médicaments qu'on vous donne fait que vous grossissez, donc votre corps aussi, ça devient aussi compliqué, puis vous êtes fâché avec votre corps parce qu'il s'était arrêté. Donc voilà, donc moi, quand je suis sortie de la clinique, j'ai eu la chance, voilà, je ne crois pas qu'il y a des hasards, mais bon, voilà, j'ai été projetée, je suis partie en Inde faire une cure ayurvédique. Je connaissais absolument rien à tout ça, je ne savais même pas trop vraiment où est-ce que j'allais, mais je savais que j'allais me reposer dans un endroit sympathique où il y avait des médecins avec des médecines qui allaient me nettoyer un peu de tous ces antidépresseurs, anxiolytiques que j'avais pu prendre pour pouvoir vraiment prendre soin de moi. Voilà. Cette idée de partir en Inde, c'est parce qu'au départ, j'avais envie de faire une thalasso. Et quand j'ai vu les prix pratiqués par la thalasso en France et que pour une semaine de thalasso, j'avais 3 semaines en Inde, je me suis dit, écoute, go, pars en Inde, en fait. Donc voilà. Donc là-bas, le massage, le yoga, la méditation, le rythme des journées, l'alimentation, voilà, c'est un tout. On est ce qu'on mange, on ralentit, on écoute son corps et à travers les massages qui sont des massages vraiment thérapeutiques, on ressent. On ressent par le toucher de l'autre et on retrouve contact avec son corps. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Évidemment, le ressenti corporel, on peut sans partir en Inde, je dirais marcher pieds nus dans l'herbe mouillée, prendre un bain moussant, aller en forêt, s'adosser contre un arbre. Il y a plein de choses qui font qu'on se reconnecte à nos sens et à nos sensations et à nos émotions. Et je crois que c'est ce qui m'a fait le plus grand bien, c'est cette approche. Après, au niveau de l'approche holistique, il existe un nombre de paramètres et de médecine ou de pratiques thérapeutiques qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai découvert plein de choses. La musicothérapie, je ne connaissais pas. Je pratique toujours d'ailleurs aujourd'hui ce qu'on appelle des bains de gong ou de la sonothérapie qui a des explications très scientifiques pour les gens qui peuvent imaginer que c'est un petit peu perché. C'est tout simplement parce que notre corps, il est principalement fait d'eau et que les vibrations sonores viennent mettre en mouvement nos cellules, libérer un certain nombre de toxines, libérer du stress. Et pour des personnes qui n'arrivent pas à atteindre, à se mettre dans des états méditatifs pour arriver à se concentrer, à être,
certaines fréquences hertziennes de certains gongs arrivent à vous mettre dans cet état méditatif, dans une profonde relaxation, sans avoir à fournir un effort incroyable. Donc, en fonction de là où on en est, de ce qui résonne avec notre corps, et ce qui est valable pour moi n'est pas valable pour le voisin, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à se connaître pour pouvoir mieux appréhender ce qui nous correspond le mieux. Et donc, l'idée dans ce que tu dis, c'est d'ouvrir la porte à des possibilités qu'on ne connaît peut-être pas et de se dire, je vais aller chercher autour de moi qu'est-ce qui est possible, et c'est multifactoriel. Donc, tu parlais de musicothérapie, de massage, de yoga, de méditation, d'écriture, bien sûr, là, tu n'en as pas parlé, mais ça fait partie aussi de ce que tu as utilisé, ce qui est la genèse du livre. Oui. Et donc, c'est cette multitude d'éléments qui permet à la personne de venir reprendre pied, en tout cas remonter la pente après la première partie de Oui. Et je dirais que, alors oui, l'écriture, on n'en a pas parlé, et puis je vais en faire aussi mon nouveau métier, parce que je veux pouvoir animer des ateliers, des stages d'écriture, de reconnexion à soi, montrer à quel point l'écriture est un moyen extraordinaire de se rejoindre. Voilà. L'art-thérapie, d'une manière générale, etc. Après, plus on écoute son corps, plus on va ralentir, plus on va se rendre compte et peut-être des talents ou des choses finalement qui étaient déjà, parce que tout est déjà présent et tout est déjà en nous, hein. Sauf qu'on ne sait pas forcément l'entendre. Mais peut-être quand on était jeune, on aimait beaucoup dessiner, ou on aimait beaucoup, enfin je sais pas, on aimait particulièrement la sculpture. Il peut y avoir plein de choses qui font que on va aller naturellement, et encore une fois, le hasard n'existant pas, quand vous êtes dans cette démarche, se présentent étonnamment à vous des personnes et des curieux hasards qui font que, bah tiens, vous allez être embarqué dans, je sais pas moi, quelqu'un qui va tout d'un coup vous parler d'un atelier, de je ne sais quoi, etc. Voilà. Donc, je pense que faire confiance quand on est dans cette recherche-là. Et voilà. Après, moi, j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai eu les moyens de pouvoir m'offrir ce temps de recherche aussi. Je dois dire que l'hypnose a été, pour moi, au tout début, dans la gestion de l'angoisse et des crises d'angoisse, extrêmement intéressant, parce que ça m'a vraiment aidée. Après, il existe des choses qui ne sont pas du tout coûteuses, comme la cohérence cardiaque, hein. Il y a une application qui s'appelle Respirelax, que l'on peut télécharger sur n'importe quel Android, qui m'a aussi beaucoup aidée dans les crises d'angoisse. Mais d'une manière générale, il ne faut pas se leurrer, tout ça a quand même un coût, et ce n'est pas évident, parce qu'on ne peut pas s'essayer partout. Voilà, donc l'appel, et si on regarde bien toutes les personnes qui, à un moment donné, se trouvent dans une situation de burn-out, c'est à 100%, il y a un appel au retour à la nature. Pour ma part, ça s'est fait parce qu'il y a un chien qui est arrivé dans ma vie et que j'ai dû aller le promener dans les bois, mais ce n'est pas pour rien, en fait, qui est arrivé, parce que je n'ai jamais passé autant de temps, et à me nourrir aussi de cette présence là en forêt, de ces énergies qui pouvaient être là. Et donc effectivement, je me rends compte que moi, j'ai eu la chance, parce que l'accès aux soins et aux thérapies alternatives est très onéreux. Au bout d'un moment, c'est vrai que ce n'est pas accessible à tous. C'est en ça que je te parlais de mon projet aussi associatif, qui, j'espère, va bientôt voir le jour, parce que j'aimerais pouvoir contribuer, aider à offrir des parcours multidisciplinaires pour accompagner les personnes qui se sentent vraiment pas bien dans leur relation au travail, parce que je trouve que c'est très difficile de laisser sur le bord de la route beaucoup de personnes immergées dans cette culpabilité profonde de croire que c'est eux le problème.
Bon, du coup, on arrive vers la fin de cette interview. Je suis Oui, consciente du temps. Merci à vous tous d'être restés. Je regarde à gauche parce que j'ai Facebook à gauche, mais il est déjà oui. 13h15. Est-ce que tu as envie de conclure du coup cette partie-là, Laure-Emmanuel, avec une phrase, quelque chose que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent? Oui, alors moi je dirais qu'il n'y a pas de notion de honte à avoir, que notre ressenti, il est toujours légitime, que être bienveillant envers soi, c'est essentiel et que une très grande liberté. Une très grande liberté serait de s'autoriser à aller mal et Mm. comprendre qu'avoir mal au travail à un moment donné, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas fait pour ce travail-là en question. Ce n'est pas peut-être vos capacités du tout qui sont mises en cause, mais est-ce que ce ne sont pas vos conditions de travail? Voilà. Et, et donc, si c'est pesant pour vous, et quand je dis pesant, c'est que ça devient lourd. Quand on a mal au dos, c'est peut-être qu'on en a plein de dos. Quand on commence à grincer des dents la nuit, et ben, c'est finalement l'expression d'un stress inconscient qui vient se déployer. Donc moi, j'aurais vraiment envie de vous dire, voilà, écoutez votre corps parce qu'il sait. Voilà. Et Mm. débranchez votre mental, c'est indispensable. Écoutez votre corps parce qu'il sait. On arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup pour tout ton temps. Merci. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis en live. Et donc, cette interview sera retranscrite en article sur Partage ton Burnout avec une vidéo qui sera disponible pour tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation et puis bah, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. Merci beaucoup.